Premier module consacré à la laïcité, pierre angulaire de la République, c'est-à-dire clé de voûte, c'est-à-dire fondement essentiel de la République. Si on touche à la laïcité, on effondre la République. Et nous allons aujourd'hui nous demander ce que signifie vivre la laïcité dans la République. Autrement dit, quels sont les enjeux de la laïcité aujourd'hui. Et pour comprendre, pour mesurer l'importance des enjeux de la laïcité dans la République française d'aujourd'hui, il faut se replonger dans l'histoire de la France, donc dans le passé de la France, au moment où la France n'était justement pas une république. Et bien, si on prend par exemple l'année 1685, selon le principe absolutiste un roi, une foi, autrement dit, les sujets français du roi ont l'obligation d'embrasser la même foi religieuse que leur souverain. Autrement dit, Louis XIV étant un roi catholique, eh bien, les Françaises et Françaises n'ont pas le choix, elles doivent devenir catholiques. C'est l'un des principes de base de l'absolutisme, hein, rappelez-vous, la monarchie absolue de droit divin. Et en 1685, par l'édit de Fontainebleau, Louis XIV interdit la religion protestante et oblige les protestants, de force si nécessaire, à se convertir à la religion catholique. Du coup, à partir de Louis XIV et de 1685, il n'y a pas de liberté de conscience en France, ou plus exactement, il n'y en a plus, car le grand-père de Louis XIV, le roi Henri IV, avait réussi, lui l'ancien protestant devenu catholique, avait réussi à rétablir la paix civile en France, à mettre fin aux 8 guerres de religion qui avaient dévasté le royaume de France au XVIe siècle. Il avait réussi à mettre fin aux guerres de religion en tolérant les protestants et leurs pratiques religieuses, et on peut dire que l'édit de Nantes de 1598 avait été une tentative de mise en place de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la liberté de conscience, qui est à la base de la laïcité. Mais encore une fois, en 1685, plus de liberté de conscience. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très gentil, ces rappels historiques, mais quel rapport avec notre sujet? Eh bien, j'y viens. Sous la monarchie, avant la République et avant la Révolution française, il n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de liberté de conscience, je crois vous l'avoir démontré. Les choses vont commencer à évoluer avec la Révolution française, et vous reconnaissez peut-être un détail du tableau peint en l'honneur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et ce qui m'intéresse avec l'évocation de la DDHC, c'est son article 10, négocié de haute lutte, mais qui a fini par être validé par les députés. Article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Autrement dit, même si les termes liberté de conscience ne sont pas écrits noir sur blanc, c'est bien en 1789 qu'est née officiellement la liberté de conscience qui est à la base de la laïcité. Et c'est pas un hasard si la laïcité est républicaine, parce que je vous le rappelle, même si en 1789 la France n'est pas encore une république, la Révolution française de 1789 va déboucher, à partir de 1792, sur la Première République. Ça n'est pas un hasard. Et du reste, Napoléon Bonaparte, fils et héritier de la Révolution française, lorsqu'il fait la paix avec le pape Pie VII, la paix entre la France révolutionnaire et l'Église catholique, eh bien, par le Concordat de 1801, Napoléon Bonaparte rétablit l'Église catholique dans ses droits,
mais ne lui reconnaît pas le statut, ne lui reconnaît plus le statut de religion officielle que l'Église catholique avait sous Louis XIV au moment de l'édit de Fontainebleau. Et l'Église catholique doit se contenter d'être la religion de la majorité des Français, tout simplement parce que la liberté de conscience est sauvegardée et s'impose à toutes les religions et à tous les Français. Cette liberté de conscience, qui va forcément de pair avec d'autres libertés individuelles et collectives, et en particulier la liberté d'expression, qui se décline aussi en liberté de caricature, en liberté de moquerie, et pourrait-on dire presque de blasphème. Le blasphème, c'est quand on s'attaque à la religion, et le fait est que si vous regardez ces deux illustrations qui sont contemporaines de la loi de 1905 qui va donner naissance à la laïcité en France, eh bien, le ton est particulièrement féroce envers l'Église, qui est présentée à travers le pape comme une sorte un peu de travesti ou d'ivrogne, de moine ivrogne endormi à même le sol avec le litron à la main, ou alors présenté comme une sorte de vampire, désigné comme l'ennemi de la République. Le ton est très violent, les images sont destinées à blesser les catholiques, très, très clairement. Mais on est dans la liberté de conscience, et la liberté de conscience, c'est aussi la liberté d'expression. Les catholiques ont parfaitement le droit de traîner les caricaturistes devant les journaux, mais c'est vrai que la liberté de conscience, les libertés d'expression peuvent conduire à l'anticléricalisme. L'anticléricalisme, c'est la haine du clergé, c'est la haine de la religion. Et tout l'enjeu de la loi du 9 décembre 1905 portant sur la séparation des églises et de l'État, autrement dit la laïcité, eh bien tout l'enjeu de cette loi, c'est de ne pas confondre anticléricalisme, encore une fois haine de la religion, et laïcité. Or, la loi du 9 décembre 1905 fonde la laïcité républicaine. Nous sommes à l'époque sous la Troisième République, et dans son article 1er, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Autrement dit, des pratiques religieuses. L'article 2 a parfois posé des problèmes de compréhension. L'article 2 de la loi de 1905. La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. La République ne reconnaît aucun culte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la République, il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de religion privilégiée par rapport aux autres. Ça revient à dire que toutes les religions sont égales aux yeux de la République. Simplement, elles se débrouillent toutes seules pour exister, sans le moindre soutien financier de l'État, qui ne paye plus les salaires des prêtres, ce qui était le cas depuis le Concordat de 1801, et l'État ne finance plus les églises françaises, quelle que soit leur religion. Avec une exception majeure, à partir de 1918, quand l'Alsace-Lorraine redeviendra française, eh bien, comme la loi a été votée avant que l'Alsace-Lorraine ne soit française, puisqu'elle était allemande, je vous le rappelle, eh bien, la loi de 1905 ne s'appliquera pas, et encore aujourd'hui, la loi de 1905 ne s'applique toujours pas. Les départements d'Alsace-Lorraine sont les seuls où on continue, comme du temps de Napoléon Bonaparte et du Concordat de 1801, à financer
les salaires, l'État continue à financer les salaires des prêtres, pasteurs, imams, enfin tous les représentants de tous les cultes présents dans cette région. La laïcité est entrée dans les mœurs, est entrée dans les usages, dans les habitudes, mais néanmoins, au début des années 2000, s'est posé un problème de société, et d'ailleurs pas seulement en France, mais aussi notamment en Belgique et aux Pays-Bas, qui ont fini par prendre les mêmes mesures que la France. S'est posé la question à l'école, mais ça on le verra plus tard, mais s'est posé aussi la question dans la rue de l'existence de femmes intégralement voilées, portant burqa ou niqab, comme la photo vous le montre en ce moment même. Le niqab ou la burqa sont des tenues islamiques interdites dans l'espace public français pour trois raisons. La première, c'est que la loi interdit de dissimuler en toute occasion son visage dans l'espace public. Bon, en temps normal, évidemment, avec la pandémie de Covid, les gens qui ont été obligés de porter des masques sanitaires, là c'était un cas très particulier. Mais on a déjà vu des gangsters braquer des banques après s'être fait ouvrir la porte de l'agence bancaire parce qu'ils étaient déguisés en femmes portant la burqa. C'était bien pratique pour commettre leur larcin. Le niqab ou la burqa sont des tenues islamiques interdites dans l'espace public français pour trois raisons. La première, c'est que la loi interdit de dissimuler en toute occasion son visage dans l'espace public. Bon, en temps normal, évidemment, avec la pandémie de Covid, les gens qui ont été obligés de porter des masques sanitaires, là c'était un cas très particulier. Mais on a déjà vu des gangsters braquer des banques après s'être fait ouvrir la porte de l'agence bancaire parce qu'ils étaient déguisés en femmes portant la burqa. C'était bien pratique pour commettre leur larcin. La deuxième raison qui explique l'interdiction de la burqa et du niqab, c'est que ces vêtements sont considérés comme des signes ostensibles, trop voyants, d'appartenance à la religion musulmane et qui ouvrent ainsi la voie à de possibles pratiques de prosélytisme, c'est-à-dire cette volonté de convaincre les non-musulmans de se convertir à l'islam, de changer de religion, et cela peut être considéré par les non-musulmans comme une forme d'agression. C'est cela la définition du prosélytisme. Mais le prosélytisme peut d'ailleurs être pratiqué par des gens qui possèdent une religion différente. Toute religion possède ses prosélytes. Le niqab ou la burqa sont des tenues islamiques interdites dans l'espace public français pour trois raisons. La première, c'est que la loi interdit de dissimuler en toute occasion son visage dans l'espace public. Bon, en temps normal, évidemment, avec la pandémie de Covid, les gens qui ont été obligés de porter des masques sanitaires, là c'était un cas très particulier. Mais on a déjà vu des gangsters braquer des banques après s'être fait ouvrir la porte de l'agence bancaire parce qu'ils étaient déguisés en femmes portant la burqa. C'était bien pratique pour commettre leur larcin. Et enfin, en Occident, et même si les femmes musulmanes et le monde musulman en général peuvent avoir une lecture différente du vêtement que constitue la burqa ou le niqab,
En Occident, burqa et niqab sont considérés comme des tenues discriminantes, sexistes, infériorisant la femme, et c'est aussi pour cette raison qu'elles sont interdites dans l'espace public, car l'homme, lui, n'a pas à cacher son visage, ce qui crée une différence rabaissant la femme. La loi de 2011, dite loi anti-niqab ou anti-burqa, interdit donc dans l'espace public ces deux vêtements dont nous venons de parler. Par contre, la loi autorise le voile ou hijab, c'est-à-dire ce voile qui couvre les cheveux et le cou, mais pas le visage, et qui n'est donc pas considéré comme un vêtement comme un signe, comme un accessoire ostensible d'appartenance à la religion musulmane. Alors, par contre, ce qui complique les choses, c'est que le voile ou hijab est autorisé dans l'espace public, mais avec des exceptions, notamment dans les établissements de l'éducation nationale, aussi pour les femmes appartenant à un service public, donc il y a des restrictions, ce qui complique un peu les choses. Et d'autre part, cette loi est un peu sur le fil du rasoir parce que il ne faudrait pas que la loi soit accusée d'islamophobie, puisque le but n'est pas, encore une fois, d'interdire aux musulmanes de croire en l'islam, mais simplement de ne pas l'exprimer de manière trop ostensible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par ignorance, beaucoup de gens confondent le niqab, le hijab, voilà, et vous pouvez tomber sur des gens qui ne sont pas islamophobes, mais qui sont persuadés que la personne devant eux au supermarché est voilée, alors qu'en fait, elle ne fait que porter le hijab, et que le hijab est autorisé dans les supermarchés. Voilà, il ne faut pas tout confondre. Et la loi de 2011 prévoit, comme toute loi, une partie répressive pour celles et ceux qui refuseraient de se conformer à la loi. Donc la loi prévoit une amende et un stage ou un stage de citoyenneté obligatoire pour les contrevenantes, en partant de l'idée que ces femmes, parfois d'origine étrangère, de pays musulmans qui n'ont pas la même mentalité, pas le même schéma de pensée que les occidentaux, peuvent ne pas savoir ce qu'est la laïcité à la française. Et au cours de ces stages de citoyenneté, on le leur explique, avec l'espoir qu'elles accepteront la règle du jeu et qu'elles ne seront plus surprises à désobéir à la loi. Et puis, pour les hommes principalement, alors les hommes ne portent pas le voile intégral, ni même le hijab, mais pour les hommes qui obligeraient leurs femmes, contre la volonté de ces dernières, à porter le voile intégral, et il y en a, eh bien la loi est plus rigoureuse encore, puisqu'elle prévoit une amende qui peut aller jusqu'à 30 000 €, et puis surtout une peine de prison qui peut aller jusqu'à 1 an. Si on replace la laïcité française dans une perspective européenne, sans même parler de perspective mondiale, il est évident que la France est une singularité, une exception, et pour les adversaires de la laïcité à la française, même une anomalie. En effet, dans les autres pays d'Europe, soit il existe une religion officielle qui n'interdit pas aux autres religions d'exister. Je pense par exemple
au protestantisme, la religion anglicane au Royaume-Uni par exemple. Toutes les religions sont les bienvenues au Royaume-Uni, mais il existe une religion privilégiée. Bon, même chose en Grèce, même chose en Finlande, aux Pays-Bas. Et puis ailleurs, il n'y a pas de religion officielle, même s'il y a malgré tout une religion très majoritaire, comme par exemple le catholicisme en Italie. Mais véritablement, la religion ne pose pas problème dans la vie quotidienne des Européens. Et l'on voit des choses qui sont absolument impossibles dans les lieux publics français, mais qui sont tout à fait possibles ailleurs en Europe. Comme par exemple trouver un crucifix accroché au mur d'une école publique en Italie. Bon, ça, visiblement, ça ne pose pas de problème. Et également au Royaume-Uni, à Londres, vous pouvez trouver des policiers, notamment sikhs, identifiables à leur turban et qui, en France, seraient probablement considérés comme un signe ostensible ou ostentatoire d'appartenance à une religion et qui serait donc absolument impossible, interdit. Et du reste, ça n'est pas que l'avis des Européens, c'est aussi l'avis d'une partie du monde qui condamne la laïcité à la française, condamne la loi sur le port sur l'interdiction du port du niqab ou de la burqa. Vous avez le Comité des droits de l'homme de l'ONU qui très régulièrement critique la France en expliquant, à tort, et je vous l'expliquerai dans le prochain module avec l'exemple de l'école publique, mais qui considère que la France ne respecte pas les droits de l'homme en interdisant le port de la burqa. Bon, donc il y a réellement une incompréhension entre la République française et le reste du monde sur ce plan-là. Mais et je finirai par là, il y a bien plus dramatique, bien plus grave que d'être montré du doigt par la communauté internationale pour soi-disant extrémisme. Il y a le fait surtout que des organisations islamistes terroristes ont menacé la France de représailles, de vengeance, pour parler clairement d'attentats, si jamais la France appliquait la loi anti-burqa. Et effectivement, les attentats qu'a subi la France sur son sol, notamment en 2015, notamment l'attentat du Bataclan, peut être considéré comme malheureusement le prix à payer pour que la laïcité républicaine vive.